En ce jour lugubre à Lagos, au Nigeria, la tristement célèbre brigade spéciale anti-braquage, alias SAC, a transformé la ville en un gigantesque parking, arrêtant tous les véhicules qui passent. Soudain, une camionnette remplie de mercenaires dirigée par l'intimidant Angelo entre en scène, provoquant un chaos total. Les SAC et la police se mettent à l'abri tandis que les balles dansent dans l'air. Leur cible est le mari du professeur Stella Craig, parce qu'il est le directeur général de la Nigeria Oil and Energy Corporation et qu'il lutte contre la corruption. Il est à l'intérieur de son SUV blindé avec son bébé, une babysitter et un policier au volant. Angelo se rend compte qu'il ne peut pas monter dans la voiture et élabore un nouveau plan. Il pulvérise de l'essence sur le 4x4 et brandit un briquet menaçant en direction de l'homme. Monsieur Craig cède et sort du véhicule. À ce moment-là, 2 policiers interviennent et commencent à tirer sur les mercenaires. Malheureusement, ils sont rapidement réduits au silence par un traître de la SAC nommé Abayomi. La babysitter tente désespérément de s'enfuir avec l'enfant, mais le type au dread lui tire dessus. Bien qu'Angelo n'ait pas l'intention de prendre le bébé, l'autre homme le fait quand même. Cependant, alors qu'il s'apprête à sauter dans la voiture, les renforts du SAC arrivent et commencent à le frapper. Il est renversé par une voiture qui explose, miraculeusement indemne, tandis qu'Angelo et sa bande s'enfuient, effrayés. L'homme est arrêté et placé en garde à vue, mais Abayomi parvient à le faire libérer de la cellule de détention. Dans un autre quartier de la ville, nous rencontrons Paul et Damilola Edima, un père et son fils qui sont très proches malgré leurs croyances religieuses différentes. Paul est impatient que son fils le rejoigne à l'église où il doit prêcher ce soir-là. Mais Damilola s'y oppose catégoriquement, affirmant qu'il n'a pas foi en Dieu. Sur le chemin du travail, un présentateur de radio parle du récent enlèvement. Ils décrivent le suspect comme un homme grand et brun avec des dreads. Il s'avère que des informations erronées ont été données et que le suspect s'est échappé. Plus tard, une journaliste nommée Victoria entre dans une salle de rédaction bondée. Sa rédactrice en chef, Judith, lui annonce que son article sur la mort d'un journaliste ne peut être publié car il n'y a pas assez de preuves. Il s'avère que l'article sur lequel Victoria travaille concerne sa propre mère. Angelo contacte le professeur Craig et il la met sur la sellette en lui faisant choisir entre sauver son fils ou son mari. Bouleversée, la femme peine à trouver ses mots, mais elle finit par plaider pour la vie de son enfant. Angelo résiste bêtement et appuie sur la gâchette. Les pleurs du bébé s'arrêtent, déclenchant les cris déchirants du père et les sanglots de la mère au téléphone. Après avoir complètement brisé la femme, Angelo lui dit que si elle veut revoir son mari vivant, elle doit faire exactement ce qu'il lui dit, c'est-à-dire démissionner de son poste à la NEOC. Cette femme lutte contre la corruption depuis longtemps et sa démission se répand comme une traînée de poudre dans les rues, provoquant la colère des gens. Cependant, il y a une personne qui s'en réjouit vraiment, le puissant général Issa, chef d'une armée privée qui a orchestré l'enlèvement. Il est ravi de voir que son plan a réussi et annonce fièrement que son fils est le nouveau directeur général du NEOC. Pendant ce temps, Damilola se rend à l'église pour remonter le moral de son père. Mais les choses prennent une tournure inattendue lorsque son taxi est arrêté par des membres du SAC. Il s'avère qu'ils sont à la recherche d'un suspect correspondant à la description du kidnappeur, grand, sombre et avec des dreads. Malheureusement, Damilola correspond parfaitement à cette description. Le chauffeur de taxi, effrayé, s'en va, laissant Damilola entre les mains d'Abayomi et d'autres agents, qui commencent à l'agresser verbalement et physiquement. L'agent Abayomi prend une photo de lui et l'envoie à son supérieur, le commissaire adjoint, qui est avec le vrai kidnappeur et aussi avec Angelo, en attente de confirmation. Angelo acquiesce et les 2 hommes poussent Damilola sur la plage sous la menace d'une arme. Malgré les appels désespérés de Damilola, Abayomi ouvre le feu sans pitié. La corruption cause la mort d'un homme innocent, le laissant gisant dans une mare de son propre sang, tout cela pour permettre aux coupables d'échapper à la justice. Alors que Paul prêche avec passion le pardon de Dieu pour les erreurs passées, il est interrompu par le chauffeur de taxi. Il n'en croit pas ses yeux lorsqu'il se penche sur le corps sans vie de son fils. Les autorités ne font preuve d'aucune compassion et emportent rapidement le corps de son fils, ne lui permettant pas de faire son deuil correctement. Les jours passent et Paul reste plongé dans le chagrin de la perte de son fils bien-aimé. Les SAC déclarent aux médias que Damilola était le véritable kidnappeur et qu'il a été tué lors d'un échange de coups de feu. Cette nouvelle plonge Paul dans une colère irrépressible, car il sait que son fils est innocent. Il se rend à la morgue pour récupérer le corps de son fils, mais le personnel reproche à Paul d'être le père d'un tel criminel et refuse de libérer le corps tant que l'enquête n'est pas terminée. Dehors, Victoria se présente à Paul. Elle lui dit que, d'après son enquête sur le chauffeur de taxi, Damilola est innocente et qu'elle est prête à l'aider. Cependant, Paul ignore tout cela, pensant que rien ne pourra ramener son fils à la vie. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est donner à son fils un enterrement digne de ce nom. Plus tard, au cours d'une conversation avec une vieille amie, il envisage la mort de son fils comme une punition de Dieu pour ses terribles péchés passés. Il se rend au poste de police pour vérifier le cas de son fils, mais 2 officiers l'ignorent et se battent pour de la nourriture. La situation dégénère lorsque l'un d'eux tente de le pousser.
L'homme frappe rapidement la tête de l'agent sur la table et coince l'autre contre le casier. Pendant ce temps, Victoria arrive au poste de police pour recueillir des informations sur l'affaire Damilola auprès de l'un de ses contacts. Cependant, son attention est détournée lorsqu'elle aperçoit Paul escorté par un groupe d'officiers. Elle parvient à le rencontrer dans sa cellule et l'assure qu'elle s'occupera de sa libération sous caution. Étonnamment, Paul lui demande simplement de le laisser tranquille. Après avoir sévèrement battu Paul, les agents le relâchent le lendemain matin sans caution. Victoria l'attend chez lui, mais elle est choquée lorsqu'elle voit son visage désemparé. Alors que le vieil homme soigne ses blessures, elle remarque un tatouage sur son poignet, signe de son passé trouble. Victoria lui montre une copie du rapport de police, qu'elle juge complètement faux. Elle croit vraiment qu'ils ont piégé Damilola. Bien que Paul comprenne le point de vue de la femme, il s'inquiète pour sa sécurité et lui suggère de laisser à Dieu le soin de se venger. Cependant, ses actions révèlent plus tard ses véritables intentions. Il ouvre une vieille valise remplie d'objets militaires, témoignant de son passé dans l'armée. Il passe ensuite quelques coups de téléphone, ce qui déclenche une série d'événements sous la surface de la ville. Avec l'aide du rapport de police, de personnes âgées et même d'un enfant, il parvient à retrouver le meurtrier de son fils. Il trouve Abayomi dans une boîte de nuit et l'assomme avant qu'il ne puisse dire un mot. À son réveil, le garçon se retrouve attaché à une table, les jambes écartées. Ses collègues sont également là, attachés et assis par terre, émettant des sons étouffés. Paul allume une scie circulaire et la dirige vers l'aine du tueur. Ils tremblent tous comme les feuilles d'un arbre et le meurtrier finit par parler de peur lorsque Paul lui demande qui, parmi eux, a pris la vie de son fils. Le lendemain matin, ils sont découverts attachés à un poteau au milieu de la route. Comme Paul n'est pas là, Victoria se faufile dans sa maison. Elle trouve la petite planche à indices et vole la carte mémoire de l'appareil photo posé sur la table. Sans perdre de temps, elle la porte directement à Judith. La carte contient une vidéo de Paul interrogeant le meurtrier de Damilola, qui avoue que le véritable kidnappeur était le fils d'un riche politicien et qu'ils ont dû l'échanger contre Damilola. Soudain, Judith détruit la carte mémoire, se souvenant de la mère de Victoria, tuée pour avoir découvert les activités de personnes dangereuses, et craignant qu'il n'arrive la même chose à Victoria. Mais après avoir quitté le bureau en désespoir de cause, il devient évident que Judith n'est pas de son côté. Elle appelle le commissaire adjoint et lui dit qu'elle vient de détruire la vidéo de l'interrogatoire d'un de ses garçons. Le commissaire adjoint et Abayomi retrouvent rapidement Angelo et rencontrent le sénateur Dipo, dont le fils était le véritable kidnappeur. Dipo est choqué de découvrir que le bouc émissaire était en fait le fils de Paul. Dipo raconte un peu l'histoire du vieil homme pour bien montrer à quel point il est dangereux, 23 assassinats, 113 opérations internes et 8 coups d'état depuis 1984. Inquiet pour la sécurité de son fils, Dipo implore Angelo d'intervenir rapidement. Plus tard, Angelo élimine l'agent Abayomi d'un seul coup de tête, prétendant accuser Paul du meurtre et convainquant son commissaire d'en faire une question de sécurité nationale. Il apparaît rapidement qu'Angelo, malgré sa promesse au professeur Craig, a également tué son mari. Le corps de l'homme est retrouvé avec son bébé dans la boue lorsque l'eau se retire et Victoria l'apprend bientôt. Paul arrive pour récupérer sa carte mémoire, mais Victoria lui dit que son éditeur l'a détruite. Au lieu de cela, elle l'emmène rencontrer le professeur Craig, qui, selon elle, détient de précieuses informations sur les véritables coupables de l'enlèvement et du meurtre du fils de Paul. Se sentant abattue et isolée, Madame Craig remet à Paul le dossier sur les blocs pétroliers et lui dit que les menaces à son encontre ont commencé lorsqu'elle a commencé à travailler sur ces blocs. Elle se tourne alors vers Victoria et lui demande de poursuivre l'enquête. Victoria commence immédiatement à explorer le dossier et tombe sur une société louche appelée Oil Patriot, dont l'actionnariat est indiqué comme confidentiel. Lorsque Paul entend ce nom, c'est comme une alerte de menace immédiate et il saisit sa valise pour quitter la maison. Pour ne rien arranger, Victoria lui montre le journal télévisé, où le commissaire de police inscrit Paul sur la liste des criminels recherchés pour avoir tué un agent de la SAC. Pendant ce temps, Paul entend des pas furtifs, une bande de mercenaires tente de s'introduire dans sa maison. Il fait entrer Victoria dans sa chambre secrète, éteint les lumières et surprend les hommes de main, 2 à l'intérieur, un groupe à l'extérieur. Il ne tue personne. Pendant ce temps, Victoria découvre des photos d'elle à différents âges dans la pièce secrète, ce qui éveille des soupçons sur Paul et sa véritable identité. Alors que Paul pense s'être débarrassé de tous les méchants, Angelo entre. Il braque une arme sur Paul, jetant des ombres sur sa nouvelle religiosité. Mais la voix tremblante de Victoria dans la pièce le déconcerte, donnant à Paul l'occasion d'inverser le scénario. La conversation révèle qu'ils ont tous deux servi sous les ordres du général Issa. Angelo appelle Paul l'arme préférée du général et ce dernier devine qu'Angelo est ici pour le tuer sur ordre du sénateur Dipo. Tout ce qu'il veut, c'est une vidéo dans laquelle Angelo, Dipo et son fils avouent avoir tué Damilola, mais Angelo dit que le général n'acceptera jamais une telle chose. Paul l'attache donc, lui et sa bande, et les laisse derrière lui lorsqu'il part avec Victoria. Il se rend immédiatement chez son vieil ami et lui demande de l'aide. Ensemble,
Ils se rendent devant le général Issa. Paul salue le général d'un salut de la jambe, tandis que son ami garde un œil sur son fusil pour éviter les erreurs. Le général tente de résoudre la situation en offrant $1 million, mais Paul n'est pas intéressé par l'argent. Il ne veut que le corps de son fils et les aveux mentionnés plus haut. Le général accuse le commissaire de police d'être à l'origine du retard pour le corps et dit qu'il ne peut rien faire pour la deuxième demande. Face à cet obstacle, Paul décide qu'il est temps de prendre les choses en main. Il déclare qu'il s'occupera personnellement de Dipo et de son fils. Après avoir donné quelques gifles au sénateur Dipo, le général décide de faire appel à un assassin de premier ordre pour un grand nettoyage ou, comme il aime à l'appeler, une fumigation. L'assassin se dirige tout d'abord vers le gang SAC impliqué dans le meurtre de Damilola et s'en occupe, laissant derrière lui une scène que seul un père pouvait orchestrer. Lorsque le commissaire arrive sur les lieux, il est furieux et désigne Paul comme l'ennemi public numéro 1. De son côté, Victoria se rend à l'église pour voir le père Omotosho, l'homme qui a été comme un père pour elle depuis son enfance. Après avoir vu des photos de lui chez Paul, elle commence à reconsidérer son histoire. Cela l'amène à prendre des photos furtives du journal des affaires financières de l'église. Plus tard, un ami de Paul lui indique où trouver leur ancien camarade Richard, alias Big Daddy, qui a un compte à régler avec le général. Paul se rend sur place et tombe sur une dame qui se tient devant sa boutique. Celle-ci nie d'abord tout lien avec Big Daddy. Mais lorsqu'elle voit à quel point il est persévérant, elle l'invite à entrer. Cependant, un garçon remarque Paul, il décroche le téléphone et appelle quelqu'un. Plus tard, dans une grotte secrète située sous le magasin, nous découvrons que Big Daddy est en fait une femme. Richard, son mari, a fini comme le général Issa lorsqu'il a tenté de déserter l'armée. La femme est en colère, elle veut régler ses comptes avec le général, mais elle est impuissante face à lui. Elle ajoute que si elle n'avait pas remis au général un livre mystérieux, le livre noir, Paul aurait été tué lui aussi. Paul affirme qu'il peut s'emparer de tous les pouvoirs d'Issa, mais seulement avec son aide. Les sirènes de la police et les coups de feu signalent l'arrivée des policiers et du tueur à gages d'Issa. Leur conversation s'éternise et Paul réussit à s'échapper. Paul va alors voir une autre femme, la commissaire de police. Se faufilant chez elle, il lui explique que tuer les agents de la SAC ne faisait pas partie de ses projets, soulignant que s'il avait voulu les tuer, il ne les aurait pas laissés dans la rue. Après lui avoir expliqué toute la vérité sur ce qui s'est passé, il lui demande de lui remettre le corps de son fils et d'assurer la sécurité de Victoria. Ainsi, il pourra remettre les vrais criminels à la police. Le lendemain, le commissaire interroge le procureur sur les détails étranges de son rapport sur le meurtre de Damilola. Le rapport indique que le garçon avait une arme, mais il n'y a aucune preuve dans l'inventaire. La femme est presque certaine de l'innocence de Damilola, mais avant que le détective ne puisse parler, il reçoit un coup à la tête de la part du meurtrier qui se trouve dans l'immeuble voisin. Au moment où le tueur s'apprête à partir, il est tué par l'une des femmes soldats de Big Daddy. Victoria retourne auprès de sa figure paternelle pour fouiller dans son passé, mais cette fois, elle voit aussi Paul dans l'église. La réponse à sa curiosité n'est autre que la vérité, et Paul lui raconte son histoire, un jeune soldat formé par le général pour des missions difficiles. Mais le général était impliqué d'une manière ou d'une autre dans le trafic de drogue, gagnant beaucoup d'argent avec le sénateur Dipo. La mère de Victoria et d'autres journalistes ont révélé les liens du sénateur Dipo avec la drogue, ce qui a incité le général à ordonner une fumigation. Tragiquement, la mère de Victoria figurait également sur cette liste. Alors qu'elle est à sa table avec un cadre sur lequel on peut lire le silence et l'ennemi, elle est abattue d'une balle dans la tête. Étonnamment, le tireur n'est autre que Paul. Cependant, lorsqu'il voit la petite Victoria, il ne peut appuyer sur la gâchette et décide de l'emmener à Omotosho et de prendre en charge tous les frais de son éducation. Dans le présent, Victoria est choquée de voir l'assassin de sa mère devant elle et se dirige vers la sortie, les larmes aux yeux. Dehors, Angelo et ses mercenaires s'emparent de Victoria, allant jusqu'à attaquer l'église pour tuer Paul. Le père Omotosho est tué par balle, mais Paul s'avance et abat de nombreux assaillants. Angelo attrape Victoria et s'échappe. Le général lance alors un ultimatum à Paul, se rendre dans les 24 heures ou voir la jeune fille tuée. C'est alors qu'entre en scène Big Daddy, qui propose son aide mais s'interroge sur le plan de Paul. Paul commence à raconter la suite de son histoire, le général voulait le tuer parce qu'il n'avait pas tué la petite Victoria. Mais heureusement, il avait un atout dans sa manche, le livre noir. Ce livre contenait des informations sur tous les trafics de drogue du général et de Dipo. En le remettant, il a sauvé sa peau et celle de Victoria. Aujourd'hui, il annonce à Big Daddy qu'il a découvert que le livre existe toujours grâce à ses anciennes connaissances. Paul s'associe à son vieil ami Tanko et à Big Daddy pour attaquer la ferme du général, où se trouve le livre noir et Victoria. Tanko provoque des explosions dans la ville pour détourner l'attention des policiers. Paul se rend au général, tandis que l'équipe féminine de Big Daddy drogue les gardes et prend le contrôle. Le général joue un sale jeu, obligeant Victoria à tirer sur Paul.
Mais les choses se gâtent lorsque Paul l'informe que la situation est hors de son contrôle. Le général tente de demander de l'aide à la police, mais celle-ci lui répond qu'elle est occupée par une explosion en ville. Pendant ce temps, l'équipe de Big Daddy s'introduit dans la chambre forte du général, trouve le coffre-fort et s'empare d'un autre document crucial. Big Daddy et 2 hommes de main, à bord d'une camionnette, tombent sur les flics et Angelo. Le chaos commence lorsque Big Daddy leur ordonne de faire exploser une bombe. Une course-poursuite s'ensuit et ils se retrouvent dans un vieux garage. Les femmes sortent de la camionnette et Angelo creuse, espérant trouver le coffre-fort, mais quelque chose d'autre attire son attention, l'autre chose qu'ils ont prise dans la chambre forte, une vidéo dans laquelle les soldats du général éliminent 4 hommes de l'armée nigériane, tout cela pour protéger les affaires louches du général. La vidéo a déjà été envoyée à l'armée. Maintenant, tous les policiers se débarrassent d'Angelo, ce qui prouve qu'il faisait aussi partie du plan. Les femmes de l'équipe de Big Daddy sortent de leur cachette et encerclent Angelo. Alors que le général tente d'ordonner l'exécution de Paul, ses propres hommes commencent à marmonner des mots à l'intention de Paul au lieu d'obéir à l'ordre. Il se débarrasse également du général furieux. Pendant ce temps, le coffre-fort parvient à traverser le lac. Maintenant que le général est du côté des perdants, il veut désespérément négocier. Il prévient Paul que si des informations sur le coffre-fort sont divulguées, le pays tout entier se détraquera. Se vantant de son pouvoir, il affirme qu'il ne sera jamais confronté à un tribunal civil. En réponse, Paul lâche une bombe en disant qu'il s'agira d'un tribunal militaire pour le meurtre de 4 soldats. Après avoir porté l'arme à sa tempe, il la tourne finalement vers Paul et appuie sur la gâchette, pour découvrir que l'arme est vide. Voyant cela, Paul abandonne le général, le traitant de lâche. Des officiers de l'armée arrivent pour l'emmener. Paul se rend chez Angelo et rend justice en présence de Madame Craig, la mère et l'épouse des innocents qu'il a tués. Il écrit également une lettre à Victoria pour lui demander d'ouvrir la boîte et de lire le livre noir. Il révèle également que c'est Judith, l'éditrice de Victoria, qui a trahi sa mère et l'a vendue. Le livre noir étant entre les mains de Victoria, Paul est bientôt arrêté. Finalement, Paul enterre le corps de son fils comme s'il s'agissait de son testament. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.